merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle quotidienne. Au sommaire de cette émission, Duke nous emmène aujourd'hui à Thio où on fêtera le poulpe. Ce sera tout à l'heure dans C'est bien de chez nous. Puis ensuite avec Anna, on s'occupe de vous. Elle tentera de répondre à la question comment financer ses études, une question qui concerne beaucoup de monde. Ensuite, avec Bernard Suprin dans Côté Plantes, on s'intéressera au bois de santal. Et puis pour finir avec Marie-Hélène dans Job et Éducation, elle nous en apprend plus sur une formation dédiée aux pompiers, une formation en milieu périlleux. Ce sera en fin d'émission. Mais avant, je reçois notre invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Françoise Kerjouan. Vous êtes la vice-présidente de l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, on va rappeler quand même ce qu'est cette association UFC Nouvelle-Calédonie, Que Choisir Nouvelle-Calédonie, et puis le rôle aussi surtout de cette association. Alors c'est une association de défense des consommateurs, donc il s'agit de faire valoir les droits mais aussi rappeler les devoirs aux consommateurs. Et nous agissons soit en aidant le consommateur lorsqu'il a des litiges, soit pour l'intérêt collectif des consommateurs auprès des institutions, des pouvoirs publics, pour faire valoir leurs droits. D'accord. Alors dans quel domaine vous agissez? Alors tout le domaine de la consommation. Donc ça peut être l'alimentation, les banques, les assurances, la location, l'immobilier, achat. Voilà, donc vraiment ça touche à chaque fois que vous dépensez des sous. D'accord. Et donc vous travaillez également avec des juristes, des professionnels qui sont là donc pour renseigner les gens qui viennent justement demander conseil auprès du UFC. Oui, alors je vous précise une chose, nous avons une personne qui est salariée, qui est la secrétaire de l'association, donc qui assure le fonctionnement de l'association, et puis tout le reste ce sont des bénévoles, y compris les juristes qui vont recevoir les consommateurs qui ont des problèmes. D'accord, donc les juristes ce ne sont pas des avocats, on le répète, c'est vraiment... Certains, ils ont une formation juridique. Ils peuvent être avocats. Ils peuvent être avocats, ils ont une formation juridique. D'accord, mais ils n'agissent pas en tant qu'avocat, on vient chez vous, j'ai un problème, vous n'allez pas forcément me défendre, vous allez me donner les outils en fait pour... Alors voilà, ça c'est l'objectif de l'association, c'est d'aider le consommateur à faire valoir ses droits. Donc il faut l'informer pour qu'il sache quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Quelquefois, souvent, il a aussi des devoirs. Et puis, c'est l'aider à gérer lui-même son problème, son souci. Donc, vraiment, nous sommes là pour l'assister. On ne souhaite pas faire les choses à leur place, parce que c'est pas de l'assistanat. On est vraiment là pour aider les consommateurs à se prendre en charge. Et c'est important parce qu'une fois qu'on a réussi à se prendre en charge, on peut aussi aider les autres. Et donc, on va faire tache d'huile. Et c'est l'ensemble des consommateurs qui progresseront. D'accord. Voilà. Et UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie procède également à des enquêtes. Comment ça se passe? C'est vous qui menez les enquêtes? C'est nous qui menons les enquêtes. Ce sont nos bénévoles, que je remercie au passage pour leur engagement. Nous avons deux types d'enquêtes. On a des enquêtes... On relaie en fait les enquêtes qui sont faites au niveau national. Donc la fédération sollicite l'ensemble de ces associations locales dont nous faisons partie. Et donc là, nous relayons les enquêtes. Et nous avons des enquêtes au niveau local, comme celle du panier calédonien ou des sujets plus spécifiques, les tarifs bancaires ou les pesticides. Alors on va en parler justement. Vous avez fait récemment donc, un point sur l'évolution des tarifs bancaires. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette enquête-là? Alors, vous rappelez au moment où il y a eu les manifestations sur la vie chère, les tarifs bancaires faisaient partie des points d'achoppement. Il y avait eu un premier accord de concertation qui avait baissé un certain nombre de frais bancaires et qui en avait gelé d'autres. Puis un deuxième qui a été fait dans un cadre qui ne nous convient pas parce qu'il était trop favorable aux banques. Donc nous avons fait là un point. Donc on observe effectivement des baisses sur un certain nombre de tarifs. Néanmoins, les frais de tenue compte restent encore 3 fois plus chers en moyenne qu'en métropole. L'abonnement Internet est 6 fois plus cher. Donc on est vraiment dans des choses qui sont pas du tout raisonnables. C'est vraiment excessif. Et puis là, nous avons fait le bilan en fait de ce qui se passait au niveau des frais bancaires et on a vu des nouveaux frais qui sont apparus, qui n'existaient pas avant. Et nous avons vu une progression, donc un certain nombre de frais sont effectivement diminués ou sont gelés, mais d'autres, par contre, ont gagné énormément en 6 mois.
Donc là, vraiment un gros souci. Et donc, suite à cette enquête, qu'est-ce qui est décidé en fait quand on constate que de nouveaux frais apparaissent? Alors, les frais bancaires sont de la compétence de l'État. Donc maintenant, c'est à l'État de réagir. Nous allons l'interpeller pour qu'il renégocie, ou en tout cas que le cadre de négociation avec les banques évolue. D'accord. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure également d'une autre enquête, l'enquête sur le panier calédonien, qui est en fait une comparaison entre l'année dernière, mars 2014, et avril 2015. Alors là, c'est une enquête que nous menons depuis déjà plusieurs années. Nous avons sélectionné un certain nombre de produits, à peu près une centaine, qui sont vendus dans les grandes surfaces, donc supermarchés, hypermarchés, essentiellement pour l'instant Grand Nouméa. D'accord. Et voilà, nos bénévoles vont relever les produits dans les magasins. Et puis, nous avons un panier qui est constitué des produits qu'on retrouve partout. J'insiste, ce sont des produits identiques. Alimentation, animaux, hygiène, santé, entretien. Donc ce sont les produits identiques et on fait un panier avec l'ensemble de ces produits identiques. D'accord. Et donc ça, vous relevez les prix. Donc pour cette enquête, vous avez relevé les prix dans 7 magasins différents de Nouméa. Voilà, exactement. Et du Grand Nouméa. Et du Grand Nouméa. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a effectivement des écarts de prix entre les enseignes. Certaines sont moins chères, d'autres sont nettement plus chères. Il faut toujours néanmoins se poser la question de savoir si ça vaut le coup de faire le tour de tous les magasins. Parce que là, ça coûte cher en temps et en essence. Donc, ce n'est pas forcément très rentable. Moi, j'invite les Calédoniens à aller voir sur notre site internet le détail de l'enquête. Ce qu'on constate par contre, qui est plus inquiétant, c'est qu'on a l'impression que les prix sont repartis à la hausse. On était jusqu'en décembre 2014, fin décembre 2014, une période de plafonnement d'un certain nombre de prix. Maintenant, on a une augmentation moyenne de plus de 3% sur tout ce qu'on a relevé. Donc là, on est inquiet. D'accord, effectivement, une augmentation. Alors, il y a aussi un site qui permet de faire cette comparaison entre différentes enseignes, entre tous les magasins du territoire, c'est ça? Oui, alors il y a le site de l'Observatoire des prix de la Nouvelle-Calédonie, donc c'est observatoiredesprix.nc, où vous pouvez regarder, vous sélectionnez un certain nombre de produits qui vous intéressent et vous allez avoir le prix dans toutes les enseignes du territoire. Aussi bien en province sud qu'en province nord qu'en province des îles. D'accord, donc par exemple, je vais sur le site, on clique sur panier comparatif, alors soit on tape un mot-clé, soit on sélectionne une catégorie de produits, et puis on a donc dans tous les magasins ce tel produit qui est disponible avec le tarif. Exactement. Ça va du plus cher au moins cher, je crois. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est intéressant, ça permet effectivement à tout un chacun de prendre les produits que lui consomme et puis de comparer les prix dans les différents magasins. Et puis également une autre enquête, celle des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en 2014, donc par rapport aux normes européennes. Oui, alors ça c'est une enquête également qu'on fait, enfin c'est pas une enquête en fait, c'est une analyse des résultats des résidus à partir de ce qui est fait par le CIVAP, donc le service vétérinaire. Nous analysons en fait les résultats des contrôles par rapport aux normes européennes et non pas par rapport aux normes calédoniennes. Parce que c'est pas les mêmes. Parce que ce ne sont pas les mêmes. Et ce que nous constatons en fait depuis maintenant 2-3 ans, c'est que la production locale a fait des efforts. Elle est de meilleure qualité et en tout cas elle est de meilleure qualité sanitaire que les produits importés. D'accord. Donc nous sommes avec quelques bémols, on trouve des produits qu'on ne devrait pas retrouver, qui sont interdits en Calédonie et qu'on retrouve malgré tout dans la production locale. Oui, donc là, pour nous, il y a vraiment un gros souci et nous aimerions que les agriculteurs soient sanctionnés. Ce sont vraiment des produits qui normalement devraient avoir disparu depuis plusieurs années, donc il n'est pas normal de les retrouver dans la production. Mais nos conseils sont toujours les mêmes, privilégier la production locale, privilégier des légumes de saison. Et puis ensuite, soutenir, en particulier par ces achats, des modes de production qui soient bien meilleurs pour la santé et pour l'environnement, donc en priorité le bio. Et puis l'agriculture responsable, tout en sachant que l'agriculture responsable n'exclut pas les pesticides chimiques. D'accord, donc c'est pas pareil. Donc privilégier plutôt une agriculture bio. Qui c'est qui effectue ces contrôles? C'est la DAVAR, c'est la direction des affaires vétérinaires. Et donc par exemple pour les produits qui ont été retrouvés alors qu'ils sont censés ne plus être sur le marché, en tout cas c'est elle qui devrait effectivement dresser un procès verbal et sanctionner.
D'accord. Comment ça se passe si on veut plus de renseignements? On peut aller sur votre site. Est-ce que vous pouvez Sur notre site internet, donc www.ufc-Nouvelle-Calédonie, tout attaché, sans accent.nc. Voilà, vous avez différentes informations. Il faut fouiller sur le site, il y a beaucoup de choses. Il faut passer un petit peu de temps à le regarder. Il faut le regarder régulièrement. On met très régulièrement des nouveaux articles. Et un numéro de téléphone éventuellement? Oui, le 28 51 20. D'accord. Si on veut adhérer, enfin déjà, à quoi ça sert d'adhérer à l'UFC? Parce que du coup, on peut aller sur le site. Alors, soit on a un litige, on a besoin, où on sent que quelque chose ne va pas et on a besoin d'être renseigné ou d'être aidé. Et à ce moment-là, c'est une grosse partie de nos adhérents viennent parce qu'ils ont un problème. Et une autre partie des adhérents viennent pour soutenir notre action. L'action des consommateurs, tout le monde est consommateur, donc on a vraiment besoin de pouvoir être nombreux, de pouvoir peser pour pouvoir faire progresser nos droits. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui dans l'association? Alors on est à peu près 70 bénévoles, une vingtaine de bénévoles très actifs et on a un petit peu plus de 1000 adhérents. Donc ce qui est quand même significatif. Vous avez des antennes sur tout le territoire ou c'est uniquement à Nouméa? Pour le moment, on est uniquement à Nouméa. Oui. Là aussi, les antennes sont tenues par des bénévoles. Donc si on a des bénévoles qui veulent ouvrir et animer une antenne, ils sont les bienvenus. D'accord. Très bien. Donc toutes les informations complémentaires sur votre site. On a donné le numéro de téléphone. Merci beaucoup Françoise Kergeron d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et on rejoint Falaï tout de suite pour l'agenda. Salut Falaï. Salut Chloé, bonjour à tous. Et on commence sans plus tarder cet agenda à Koumak à l'occasion du Festival de la Foi. Demain, mercredi 8 juillet, le Conservatoire de musique de Koumak vous invite à une séance cinéma avec le film Maestro. Si vous désirez le voir, vous pouvez le voir donc au Conservatoire le mercredi 8 juillet à 19h30. Et pour réserver vos places, et pour plus d'informations, il faut contacter le 42 78 42. Et on continue toujours avec ce même film Maestro. Il sera également diffusé à Pointe-Boute. Oui, c'est ça, au lycée agricole de Pointe-Boute le jeudi 9 juillet à 19h. Et pour plus de renseignements, il faut contacter le 47 70 00 ou bien aller vous renseigner sur le site internet www.festivalcinémalafoi.com. Voilà, et on quitte le monde cinématographique pour un petit peu de lecture avec la médiathèque du Nord de Poindimier. Oui, avec Bébé Kili. Bébé Kili revient et on le rappelle, c'est un atelier lecture destiné aux tout-petits. Donc voilà, Bébé Kili se déplace dans les dispensaires de Poney-Riouin, de Poindimier et de Touault. Et demain, mercredi 8 juillet, il vous donne rendez-vous au dispensaire de Poney-Riouin donc toute la matinée. Et si vous voulez plus de renseignements, il faut contacter le 42 67 08 ou bien par mail à info@mednord.nc. Et maintenant, tu nous parles visite sur un massif à Vavouto. On vous laisse deviner d'où il s'agit. Je pense que maintenant, la question ne se pose même plus. Il s'agit bien sûr des mini-journées portes ouvertes sur le massif de Cognambo à Vavouto. Alors, on vous donne la prochaine date, c'est le vendredi 17 juillet. Donc, pas ce vendredi, là, mais l'autre vendredi, le vendredi prochain. Alors, pourquoi vous donner l'annoncer aussitôt? Eh bien, parce que pour participer à ces visites, il faut s'y inscrire à l'avance. Voilà, et aussi parce qu'elles ont un nombre de places limité, 50 pour être plus précise. Alors, chaque visite se déroule de la manière suivante. Lors de votre arrivée, on vous fera une petite présentation de l'entreprise et des procédés utilisés. La visite du site se fera de 13h à 15h dans des bus. Voilà, à noter que l'âge minimum est de 12 ans. Donc, si vous êtes intéressé, il faut appeler le 47 45 00 ou bien vous avez aussi cette adresse mail visite@cognambonickel.nc. Voilà, et on profite d'être dans la zone VKP pour parler activité manuelle à Vaud, plus précisément. Oui, voilà. Le centre culturel de Vaud vous propose d'activités tous les mercredis de 13h30 à 15h30 pour les enfants à partir de 6 ans. Donc demain, mercredi 8 juillet, si vous cherchez une activité pour vos enfants, en plus pour les occuper intelligemment, l'après-midi, vous pouvez les inscrire à ces ateliers. Donc pour les inscrire, il suffit d'appeler le centre culturel de Vaud au 47 55 50. Voilà, on voit le numéro. Ou bien envoyer un mail à wap.culturel@mairie-vaud.fr.
NC. Vous pouvez encore vous rendre directement sur place. Voilà, d'autres ateliers seront prévus dans le mois. On y reviendra dans les prochains agendas. À noter qu'il est toujours préférable d'appeler le mercredi matin le centre culturel de Vaud, car parfois les ateliers se déplacent en tribu. Donc on vous redonne le numéro, c'est le 47 55 50. D'accord, c'est noté. Et on quitte désormais le nord pour le sud. Oui, c'est avec l'air de Djoubé Akapone vous propose l'événement Week-end Saveur de Yaté à la tribu Dounia. Ça se passe les samedis 11 et dimanche 12 juillet. Donc c'est un week-end destiné aux amateurs de la table et des produits locaux. Un voyage. Pour nous, ça. Oui, c'est vrai, c'est pour nous. Un voyage plein de saveurs. Avec au programme des ateliers culinaires, comme la confection du traditionnel et incontournable bougna, par exemple, ou encore de la dégustation de caille de yaté, je n'ai jamais mangé, des visites guidées, des ateliers d'apprentissage de pêche au platier, du tressage, de la lecture et la veillée autour du feu. Alors un programme bien chargé qui ravira de nombreux visiteurs, donc on le rappelle, ce sera samedi 11 et dimanche 12 juillet à la tribu Dounia à Yaté. Voilà, et pour plus d'informations, il faut contacter le 46 06 25 ou bien vous rendre sur le site www.destinationgrandSud.nc. Voilà, donc un événement à ne pas louper. Et on salue d'ailleurs la population du côté de Yaté qui nous regarde. Voilà, on espère que vous avez tout bien noté. N'oubliez pas, toutes ces infos peuvent être soumises à des modifications indépendante de notre volonté, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à appeler, vous renseigner avant de vous déplacer, bien sûr. Voilà, donc c'est fini pour nous. Merci beaucoup, Falaï. On te retrouve demain pour un nouvel agenda. Allez, au plaisir, Chloé. Allez, salut à tous. Et on rejoint Duke tout de suite. C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui c'est le poulpe qui est à l'honneur dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors effectivement Chloé on l'appelle poulpe mais aussi pieuvre. Sur Négoné, l'appellation qu'on lui a donnée, enfin que nos vieux lui ont donnée, c'est Yeout. Et en indien, ça serait Yarou. Alors donc le poulpe fait partie de la grande famille des céphalopodes, famille dans laquelle on va retrouver tout ce qui est sèche, calmar ou encore le nautile, le fameux nautile du pays. Et puis donc le poulpe, enfin la pieuvre fait partie, enfin la branche dans les céphalopodes là. Là, sa branche à elle, enfin lui, le poulpe, là, c'est les octopodes. Ah oui, octopodes, donc 8 membres. C'est ça, 8 membres, 8 bras. D'accord. Alors le poulpe, on dit que c'est une espèce qui se caractérise par un cycle de vie, un cycle biologique qui est assez court. Et puis on nous dit aussi que l'animal est réputé pour sa forte acuité, il a une très bonne vision et son intelligence. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi, c'est pendant un des derniers mondiaux. Oui. Comment il s'appelait le poulpe? Paul le poulpe, qui faisait des pronostics, enfin qui arrivait à carrément à lire l'avenir. Il avait prédit le l'Allemagne. Gagnant, voilà. Il avait prédit l'Allemagne, je crois, en finale. Tout à fait, ça n'a pas loupé. Enfin voilà. Maudit Paul. Alors, pour continuer sur les caractéristiques physiques un petit peu de ce poulpe, alors le poulpe, il n'a pas de squelette interne, son corps il est tout mou, excepté pour ce qui est de son bec. D'ailleurs, son bec, pour ceux qui voient à peu près à quoi ça ressemble, il ressemble un petit peu au bec du poisson perroquet. Et puis voilà, le poulpe, la pieuvre, elle peut, par rapport à sa taille, ça varie. On peut avoir des pieuvres de 1,5 cm et puis d'autres qui peuvent atteindre une très grande 4 mètres. Mais il y a même des pieuvres géantes. Qui peuvent mesurer 9 mètres et plus géantes. Oui, c'est impressionnant. C'est quoi la durée de vie d'un poulpe? Alors ça va dépendre, Chloé, de l'espèce de poulpe, parce qu'on a plusieurs espèces. Mais si on prend l'exemple du poulpe commun, le poulpe qu'on va retrouver en Europe ou qu'on va retrouver ici au pays aussi, cette espèce-là, elle a une durée de vie, il peut atteindre les 15 mois. Ah oui, c'est pas très long. Oui, 15 mois, c'est le minimum. Et puis après, on nous dit aussi qu'il peut vivre jusqu'à 4 ans, 3 ans à 4 ans. Voilà. Et au niveau de sa taille, tout à l'heure, on disait qu'il pouvait atteindre facilement les 3 mètres à maturité et puis 9 mètres pour les spécimens géants. Alors ici, au pays, le poulpe occupe une place particulière dans notre culture. D'abord parce qu'on le pêche, on le cuisine aussi bien en salade qu'en bougna. Et puis à côté de ses qualités gustatives, on retrouve aussi le poulpe dans des contes et légendes bien connues des gens du pays. C'est vrai, Chloé. Alors tu fais bien sûr référence
la fameuse histoire du poulpe et le rat. Oui. Je sais qu'on avait déjà partagé un petit peu. Raconte-nous une histoire, Duke, allez. Alors vite fait comme ça, en quelques lignes, pour rappeler un petit peu l'histoire. Au départ, c'est sur Négoné, sur l'île de Maré, que l'histoire se déroule. Le contexte, c'est qu'à cette époque, je crois que l'île était touchée par la sécheresse et puis une espèce de famine. Du coup, on a nos deux premiers personnages là. Deux premiers personnages qui sont donc le rat et la poule sultane. Oui. Le rat qui se dit Réli en marée, et puis pour la poule sultane c'est Kété. Je ne suis pas sûr pour Kété parce que la poule sultane elle vole pas, alors que dans l'histoire le Kété il vole. Alors justement voilà. Alors ces deux personnages là sont toujours les plus gros ravageurs des cultures agricoles un petit peu du pays. Et puis voilà, à cause de la sécheresse, ces deux personnages ont décidé d'aller voir un peu ce qu'il y avait dans les îles voisines, en l'occurrence l'île de Tokanod, la petite île Tiga, la petite île, enfin l'île la plus proche de Négoné, quoi. Et donc voilà, ils ont décidé de s'envoler vers Tiga. Le rat a sauté sur le dos de l'oiseau, de la poule sultane, du Kété comme on dit en Négoné. Et puis ils se sont posés directement sur Tiga, sur Tokanod. Et une fois là-bas, ils se sont attaqués. C'est la fête, quoi. C'est la fiesta. Ils se sont attaqués aux champs d'igname, aux bananes, aux kumala. Kumala, c'est je te disais tout à l'heure, c'était les patates douces, voilà, les patates carrées. Un peu tout ce qu'ils trouvaient là, de bon dans les champs bien garnis des gens de Tiga. Ils ne devaient pas être contents, les gens de Tiga. Alors justement, les gens de Tiga exténués, énervés après les ravages causés dans leurs champs, ils se sont mis à poursuivre ces deux personnages, le rat et le Kété. Et le Kété, il peut s'envoler, lui. Ça va, il peut s'envoler du coup. Il n'a pas cherché à comprendre, il a pris la fuite et il a abandonné son complice, quoi, le rat. Et c'est là qu'intervient notre troisième personnage, le poulpe, le thème de notre chronique aujourd'hui. Et donc le poulpe a entendu des pleurs et il s'est approché des rochers au bord de mer. Et là il a aperçu, en fait, il a vu que c'était le rat qui pleurait. Le rat pleurait parce qu'il voulait rentrer sur Négoné. Et puis il voyait que les gens de Tiga, ils arrivaient derrière. Ils étaient pas loin. Et voilà, dans sa grande gentillesse, le poulpe il lui a proposé son aide, lui a dit tout simplement vas-y, grimpe sur ma tête et puis je t'emmène sur Négoné, quoi. Et voilà, le périple a duré quelques heures. Et tout au long du voyage, tu connais l'histoire, le rat n'arrêtait pas de rigoler, il rigolait, tout ça. Et à chaque fois, le poulpe lui demandait mais pourquoi tu rigoles? Il disait mais non, c'est rien, tout ça, je suis content parce que au loin je vois les falaises de Négoné, tout ça, c'est pour ça que je suis heureux, je rigole. Et une fois arrivé sur la roche corallienne de Négoné, le rat avoue enfin au poulpe en fait voilà, il rigolait parce que pendant tout le voyage, toute la traversée, il se moquait du crâne du poulpe, de sa bobane chauve. Ça a vraiment énervé le poulpe. Le poulpe a tenté de l'attraper avec une de ses 8 tentacules, comme on disait tout à l'heure, mais il n'a réussi qu'à choper la queue du rat. Pardon. Et alors, du coup, c'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, en fait, il n'y a pas vraiment de morale. Il y a chaque personne qui écoute cette histoire, elle est libre de créer sa propre morale. En fait, là, par exemple, par rapport au comportement du rat, on peut bien sûr critiquer le fait que le rat n'ait pas de reconnaissance par rapport à l'investissement, plutôt par rapport au partage que le poulpe lui a proposé. Il lui a quand même proposé son aide, il lui a donné de sa personne, et puis pour l'aider, et puis trop bête. Voilà, donc en termes d'entraide, en fait, il ne faut pas trop se donner, c'est ça aussi. C'est ça. Et puis, à côté de ça, on peut aussi se pencher un petit peu sur le cas du rat et puis du fameux Kété, de la poule sultane, qui profite un petit peu du travail, des ressources des autres. C'est un peu, on peut adapter cette histoire-là, enfin leur comportement. On peut essayer d'adapter ça au contexte actuel. C'est toujours les petites jantes, les petits salaires, les petits salariés qui ramassent pendant que les grands profitent, quoi, sans travailler. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais pour revenir à cette histoire-là, concrètement, nos vieux nous ont dit que
cette histoire-là, elle est à l'origine de la fabrication du leurre pour la pêche au poulpe. Oui, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, c'est quoi ce leurre? Ça marche comment alors? Il est en forme de rat, c'est ça? En fait, voilà, c'est ça. C'est un leurre en forme de rat, comme tu dis. En plus, on avait avec Antoine Reyes dans son magazine sur Bémoné, on avait recueilli le témoignage d'un vieux de la tribu de Roux qui nous parlait un petit peu de la fabrication de ce leurre-là. En fait, voilà, le procédé, il est simple. En fait, il faut juste... je crois qu'il utilisait le dos des coquilles, tu sais, les porcelaines. Soit ça pour donner la forme du corps, soit une pierre, mais j'ai oublié le nom en marée. Il y a une pierre spéciale qui va donner la forme du corps du rat. À ce corps-là, on va rattacher soit une queue de raie, soit tu sais, les petites arêtes ou les os des feuilles de cocotier, pour la queue du rat. Et puis essayer de donner à ce leurre-là la forme du rat. Il faut que ça se rapproche le plus du rat. Du coup, c'est l'ennemi du poulpe maintenant, le rat. C'est ça, l'histoire, elle nous dit que depuis ces péripéties-là, le rat est devenu le pire ennemi du poulpe. Donc voilà, les pêcheurs qui utilisent cette technique-là, une fois qu'ils ont le leurre, ils se rendent à marée basse, enfin marée descendante ou marée haute, ils se rendent au bord de mer et ils ont juste à comment on appelle ça, à agiter le leurre dans l'eau. Alors voilà un peu quelques points culturels liés au poulpe, à la pêche du poulpe. Et justement, Chloé, en parlant de pêche au poulpe, tu sais que tous les ans, au mois de juin, les habitants de Thio, en particulier ceux de la tribu de Néfacia, elles organisent une fête, elles organisent des petites cérémonies pour célébrer un petit peu le poulpe et surtout pour partager un petit peu tout leur savoir culinaire. Des recettes à base de poulpe, c'est ça. Et justement, pour la dernière édition, on a la chance d'avoir un de nos collègues, en l'occurrence Ismaël Ouakaseou, qui a pu se rendre là-bas, qui a goûté tous ces plats, tous ces fins bons. Et puis voilà, donc je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage signé Ismaël Ouakaseou. On se trouve sur le site de Néfacia. En ce moment, c'est la fête de poulpe, la 4e édition de la fête de poulpe. Le poulpe parce que, comme chez nous, on a que ça, on a des poulpes. Nous, les mamans, on n'attrape que des poulpes. C'est notre source d'alimentation. C'est le produit que nous, les mamans, on est plus fort dessus. On fait tout avec, on fait la cuisine avec, on les attrape. Mais ce n'est pas tous les ans, c'est que le mois de juin jusqu'au mois de juillet, août. On avait commencé l'année dernière concours plat culinaire à base de poulpe, seulement du poulpe, comme c'est la fête du poulpe, de toutes les façons de faire cuire, que ce soit au lait de coco, en salade ou en bougna. Il y a des mamans qui font les anciennes marmites, ils font avec des feuilles, ils mélangent un peu de tout dedans, que ce soit en bougna, en salade, en rôti, fumé. C'est un moyen de garder cette richesse parce que comme en ce moment, les jeunes mamans ils sont plus en dehors de la tribu. Puis je crois qu'il y a d'autres mamans qui, enfin peut-être pour moi, d'autres mamans, peut-être ils ont oublié. Ils ont oublié comment on faisait les mémés d'avant, comment ils faisaient la cuisine. Ça fait que ça, c'était un moyen pour les faire rappeler que eux, ils maintiennent toujours, mais il faut que nous, les jeunes mamans, on n'oublie pas. On continue la façon qu'ils faisaient avant, les pépés, les mémés. Donc voilà, on va vous présenter, on est en train de préparer une dégustation à base de poulpe, parce que comme aujourd'hui c'est la fête de la poulpe. Comme ingrédients, on a utilisé de l'orange, du poivron, ainsi que de la papaye. Parce que la papaye, c'est ce qu'on trouve d'habitude chez nous. Et on a également, des carottes. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a également des trocas. On va faire aussi une dégustation à base de trocas. On a également les araignées de mer qu'on utilise.
Et comme vous pouvez voir, on utilise différents ingrédients pour présenter les différentes facettes pour déguster un poulpe. Là, on doit participer à un concours. Du coup, on essaye de faire en sorte d'imaginer, de faire les plats qu'on a l'habitude de faire à la maison, de présenter ce qu'on peut faire avec un poulpe. On va dire que c'est des recettes qu'on a dégustées avant, mais aujourd'hui, avec tous les ingrédients qu'on a, comme les carottes, avant, on n'avait pas tout ça. Et puis avec le développement, on a réussi à faire d'autres recettes avec le poulpe. Il y a des gens qui arrivent, ils prennent des poulpes, ils demandent, des touristes qui demandent comment ça se mange, comment ça se cuit, comment ça se prépare, on mange en salade. Donc, on a fait ceci, comme ça, ils voient comment nous on fait la cuisson du poulpe, combien de sortes de façons de faire, quoi. La dégustation du plat culinaire, c'est intéressant parce qu'on peut goûter, nous qui ne mangeons pas tous les jours ces plats-là, on peut en avoir la saveur, le goût, et puis savoir comment ça se cuit, comment ça se prépare, etc. Alors déjà, il y a une très belle présentation, d'une part, puis d'autre part, il y a eu un effort qui a été fait au niveau des goûts. Au niveau du goût, il y a plusieurs variétés de goûts. Ça va du plus simple à des goûts qui sont un peu plus relevés et un peu plus travaillés. Et c'est ça qui est intéressant au niveau de chaque plat. Alors les critères de sélection, c'est le goût, je peux lire, hein. C'est la texture, la présentation et le goût. Bon, pour le moment, il y a un plat qui est en tête là parce qu'il a été présenté avec des matériaux locaux, notamment des feuilles de cocotier. Donc à mon avis, c'est un plat qui est bien présenté, quoi. La fête du poulpe, c'est une occasion de faire une fête autour d'une bestiole que tout le monde pêche et que tout le monde adore, quoi, en fait. Ce sont les mamans qui ont organisé la fête, d'une part. Puis d'autre part, je pense que c'est une fête, c'est important que dans nos villages, dans nos tribus, il y ait ces espaces là, de rencontre pour que les gens puissent se rencontrer autour d'un produit local. Hein. À Lifou, c'est la vanille, ici c'est le poulpe. À un autre endroit, ça va être mais dans nos villages aussi, hein, Boulou Paris, c'est le cerf, c'est la crevette. À Yaté, c'est les produits de la mer. Donc c'est important qu'il y ait ces moments-là de rencontre. Pour que, par exemple, moi je viens de Nouméa, donc c'est important qu'on vienne ici pour rencontrer les gens du terroir. Et c'est important de créer ces espaces, parce qu'on parle de vivre ensemble. Mais il nous manque souvent ces espaces-là, pour se rencontrer, discuter, échanger. Ça donne faim en tout cas tous ces plats, ces bons petits plats qu'ont préparés les mamans de Thio. C'est Ismaël Ouakaseou qui a dû bien se régaler aussi. En tout cas, merci à lui pour ce reportage. Chanceux. Puis il y a encore plein de choses à dire sur différentes techniques autour de la pêche du poulpe. Oui, par exemple, dans nos prochaines chroniques, on pourra parler de la fameuse pâte à picot qu'on fabrique à base du noir de poulpe. Mais voilà, ça, comme tu le dis, on pourra garder ça pour une prochaine chronique. Merci beaucoup en tout cas, Duc. Merci à toi, Chloé. Merci encore à vous à la maison de nous avoir suivis. Et j'accueille Bernard Suprin, notre botaniste préféré pour la rubrique Côté Plantes. Bonjour Bernard. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors on va parler de santal aujourd'hui. Alors le santal, effectivement, c'est une plante sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire en plusieurs chroniques. Pour aujourd'hui, on va s'intéresser à la plante en elle-même. Je vois que tu as apporté d'ailleurs des spécimens. Il y a donc un bout de branche avec des feuilles et puis un tronçon du tronc, un bout de... une tranche de tronc.
D'accord. Voilà. Très bien. Alors on va d'abord se renseigner un petit peu plus sur la plante. Où est-ce que ça pousse le santal? Alors le santal, c'est un petit arbre qui pousse dans des milieux perturbés à basse altitude. On le trouve dans les anciennes jachères, sur calcaire essentiellement. Il y en avait beaucoup jadis, mais il a presque disparu. Et dans la nature, c'est un petit arbre qui passe complètement inaperçu, parce qu'il n'a rien vraiment de spécial pour attirer le regard. Imaginez la comparaison avec une classe avec des élèves. Il y a certains élèves qui brillent, qui sont très brillants, d'autres qui sont des cancres, donc qui sont bien connus de l'instituteur. Et puis au milieu, il y a une espèce de... La moyenne. D'une moyenne. Des élèves, à la fin de l'année, ils ne connaissent même pas leur prénom, parce que, j'exagère un tout petit peu, mais le santal, c'est un peu ça dans la nature. Il passe inaperçu. Mais dans quel milieu est-ce que ça pousse? On peut en trouver partout? On le trouve à basse altitude, dans les forêts sèches. Alors actuellement, on en trouve encore un petit peu dans le nord, un peu dans le sud, sur Nouméa, il y en a encore un petit peu, Wentoro, Dabéa, Païta, mais surtout aux îles Loyauté et à l'île des Pins. D'accord. Alors, est-ce que c'est une plante qui est endémique à la Nouvelle-Calédonie? Oui, cette espèce est endémique. C'est Santalum austrocaledonicum. Donc, elle est propre au territoire. D'accord, mais il y a d'autres espèces qu'on peut trouver. Il y a d'autres espèces qui sont présentes en Australie de l'Ouest, aux Indes, dans le Pacifique, jusqu'à Hawaï. Il y a de nombreuses espèces. D'accord. Alors c'est une plante qui a quand même des particularités physiques. C'est notamment un hémiparasite. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors des parasites, il y en a très peu sur le territoire. Et ça, c'est pas vraiment un parasite complet, c'est un parasite à moitié. Hémi, c'est moitié. Ça signifie que les racines du santal se collent sur les racines des arbres avoisinants pour en absorber la sève. Mais en même temps, comme le santal a des feuilles vertes, il fabrique aussi en partie ces matières nutritives, en particulier les sucres, grâce à la photosynthèse, la fonction qu'on appelle aussi la fonction chlorophyllienne. Alors justement, parle-nous un peu des feuilles. Elles ont une particularité, elles aussi? Oui, alors les feuilles, c'est très curieux. Bon, ça, ce sont les feuilles adultes. Donc les feuilles, elles sont disposées en vis-à-vis, elles sont opposées. Et alors les feuilles adultes sont, comme on le voit ici, elles sont ovales. Mais les feuilles juvéniles, donc les feuilles des bébés, des jeunes pousses, elles ressemblent à des feuilles d'herbe. Donc elles sont assez longues et surtout très très étroites. Et entre les deux, il y a des formes de transition. On a à peu près toutes les formes, c'est-à-dire de plus en plus larges et de moins en moins longues, donc de plus en plus ovales. D'accord. Et donc, comme par exemple, si on fait une greffe ou si elle a été cassée, que ça repousse, on peut retrouver à ce moment-là deux formes de feuilles sur un même pied. Oui, si l'arbre a été blessé, par exemple, là, à cet endroit-là, va surgir un drageon, enfin une repousse. Et les feuilles de la pousse, de la nouvelle pousse, correspondra aux feuilles juvéniles. D'accord. Au niveau de la couleur aussi, on voit qu'en dessous, elles sont sur le dessous, elles sont plus claires que sur le dessous. Le dessous est gris glauque, enfin glauque c'est bleu-vert, un peu comme le chou. D'accord. Tandis que le dessus est vert, tout simplement. D'accord, et ça c'est quand même particulier, on ne le voit pas sur toutes les plantes. Oui. Au niveau du bois également, c'est un bois qui est très cassant. Il est effectivement très cassant, on voit tout de suite, ça casse comme du verre. Même un bois vert. Et alors maintenant, concernant le bois, donc on en parlera plus tard, mais il s'agit de la présence d'huile essentielle du santal. Beaucoup de personnes, lorsque je fais des visites commentées sur le terrain, me disent « Mais monsieur, vous nous montrez un santal, mais ça ne sent pas. » Non, effectivement, les feuilles ne sentent rien. Ça ne sent absolument rien de l'extérieur. Pour la bonne raison que l'huile essentielle, elle est cantonnée dans le cœur du bois. Imaginez, ça c'est uniquement le cœur du bois. Mais la tranche de l'arbre, elle est beaucoup plus large, elle peut faire presque le double. Et la périphérie, ça correspond à l'aubier, qui est plus clair. Et dans l'aubier, il n'y a rien. Ça ne nous intéresse pas. Donc l'huile essentielle est cantonnée vraiment dans le cœur du bois. D'ailleurs, on sent très bien. Voilà. D'accord.
J'ai oublié de parler des fleurs et des fruits. Oui. Ok, donc oui, je voulais te parler des fleurs avant d'en arriver à l'huile essentielle. C'est ça. Donc ça fait des fleurs, mais des toutes petites fleurs, ça ressemble. Alors c'est des fleurs de couleur ocre, beige, ocre, insignifiantes, 4 pétales en croix. Insignifiante, c'est pas gentil. Inodores, si, parce qu'il faut vraiment avoir le nez dessus pour les voir. Oui. Inodores, mais néanmoins très fréquentées par les abeilles. Ah. Donc les abeilles ont tout à fait d'autres critères que les nôtres pour fréquenter telle ou telle plante. Ce n'est pas forcément les plus belles et les plus voyantes. D'accord, donc des fleurs très convoitées par les abeilles. Au niveau des fruits, ça fait des fruits quand même. Si ça oui, ce sont des petits fruits ronds qu'on appelle des drupes qui ressemblent à de toutes petites prunes, des prunes quadrangulaires qui contiennent un noyau. Et ces fruits sont très convoités par les oiseaux. Ça se mange, oui. Et les oiseaux donc assurent la dissémination naturelle du santal. Si bien que des gens peuvent très bien voir apparaître des petits pieds de santal dans leur jardin. Et comme ils n'ont aucune idée de ce que c'est, surtout que les jeunes pieds ont des feuilles qui ressemblent à de l'herbe, donc ils les arrachent au fur et à mesure. En pensant que c'est de l'herbe, alors que c'est du santal dans le jardin. Tout à fait. Oui. D'accord. Alors pour en revenir, oui, tu disais donc l'huile essentielle qui est principalement concentrée dans le cœur du tronc de l'arbre. Donc on en arrive aux utilisations de ce bois, effectivement. Il est utilisé pour l'encens, en parfumerie. Alors, en usage traditionnel, chez les Océaniens en général, le bois n'était pas véritablement utilisé. Il était simplement brûlé dans la case pour chasser les moustiques, avec une odeur agréable, mais il n'y avait pas d'utilisation particulière. D'accord. En revanche, les Asiatiques, les Chinois en particulier, en font grand usage. Ils l'utilisent sous forme de poudre, reconstituée en baguette en particulier pour l'encens, donc la fumée qui est très odorante, et puis aussi différents objets qui ont tous un rapport avec le culte. Et même certains dignitaires chinois ont des cercueils fabriqués avec du santal. Donc ça doit coûter très cher, oui, bien sûr. D'accord. Et pour l'huile essentielle en parfumerie, c'est Alors l'huile essentielle, ça c'est autre chose. L'huile essentielle est très utilisée en parfumerie en tant que telle ou aussi en tant que fixateur de parfum. L'huile essentielle de santal, à l'heure actuelle, elle coûte très cher, surtout, à l'état pur, bien entendu, étant donné que c'est un produit naturel qui est quand même long et difficile à obtenir. Pour une tonne de copeaux, puisqu'on doit d'abord réduire le cœur en copeaux. D'accord. On obtient on obtient à peu près un bon demi-litre d'huile essentielle, pas pour plus. Une tonne. Oui, c'est vraiment. Donc, je crois que le litre coûte 100 à 200 000 francs. D'accord, donc c'est la difficulté du procédé d'extraction qui fait que c'est aussi cher aussi. Les copeaux de santal sont mis dans une cuve avec des petits trous. Dessous, on fait chauffer de l'eau et la vapeur entraîne l'huile essentielle à travers les copeaux. Et c'est comme ça qu'on extrait l'huile essentielle de santal. Donc il y en a très peu en fait. D'accord, très bien. Mais merci beaucoup. Alors effectivement, on le disait, il y a beaucoup de choses à dire. Donc la prochaine fois, on va parler également du santal, mais on s'arrêtera plus sur la partie historique, l'histoire de cette plante. Merci beaucoup Bernard, en tout cas pour ces infos. Merci Chloé, merci à tous. Et on rejoint Marie-Hélène tout de suite pour Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, alors le sauvetage en milieu périlleux, c'est notre sujet du jour. On en parle puisque nos pompiers se forment en ce moment à la gestion du risque. Oui, bonjour Chloé, bonjour chers téléspectateurs. Et effectivement, pourquoi se forment-ils parce qu'effectivement, il faut que nous soyons autonomes et surtout opérationnels. En cas de catastrophe naturelle, en cas d'accident qui serait lié à une activité sportive, une chute, la chute d'un randonneur, par exemple, d'une falaise ou dans un ravin. Il y a aussi les risques industriels qu'il faut que l'on prenne en compte. Donc voilà, pourquoi nos secouristes doivent être formés
pour être opérationnel le jour J, Chloé. Effectivement, la Calédonie est compétente en termes de sécurité civile depuis le 1er janvier 2014. Oui, et depuis justement cette date, c'est donc à nous de nous organiser, de coordonner, si tu veux, toutes ces actions justement de secourisme et donc d'apprendre à gérer au mieux le risque. Et donc pour mettre en place, si tu veux, tout cela, cette nouvelle compétence, il a fallu donc créer une direction qui est dédiée à cela. Elle s'appelle donc la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie. C'est un service du gouvernement. D'accord, alors on entend souvent parler de sécurité civile, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, sécurité civile? En fait, la sécurité civile, si tu veux, elle correspond donc à l'ensemble des moyens qui vont être mis en œuvre, si tu veux, pour assurer la protection des habitants. Donc ces moyens peuvent être, sont humains, ils sont financiers bien évidemment, et puis aussi logistique. C'est sûr. Donc voilà, en ce qui nous concerne, je voulais donner quelques exemples pour nos risques. On a évidemment les risques industriels, mais aussi les risques de feu aussi, qui soient inaccessibles, ou les feux d'hydrocarbures. Il y a également les feux de navires aussi qui peuvent se produire, des accidents liés aussi, on va dire, au transport. Et puis comme nous avons aussi un barrage aussi ici en Nouvelle-Calédonie, on ne sait jamais, nous sommes aussi exposés à un risque qui pourrait être lié, si tu veux, à une rupture. Ah oui, quand même, on est exposé à tout ça. Eh bien oui, c'est surprenant, on n'y pense pas toujours. Alors, pour que les équipes, d'ailleurs, heureusement qu'on n'y pense pas toujours. Vivrait plus. C'est sûr. Donc, pour que les équipes, si tu veux, qui assurent la coordination et puis qui vont intervenir, si tu veux, donc sur site, le jour J, on espère que ça n'arrivera jamais, et voilà, il faut bien évidemment anticiper, observer, si tu veux, préparer des plans d'intervention. D'accord. Alors, pour assurer ce bon fonctionnement, qui sont les forces vives? On va retrouver forcément les sapeurs-pompiers, voilà, les médecins des hôpitaux, des spécialistes aussi de la télécommunication, des spécialistes de la surveillance aussi en catastrophes naturelles et accidents, les bénévoles qui sont investis, tu sais, dans les associations donc de secourisme, d'aide humanitaire ou encore d'aide sociale. Tout cela représente, si tu veux, les forces vives. Ensuite, il y a bien évidemment tout ce qui tourne autour de la simulation. Il faudra faire des exercices justement pour s'entraîner, pour voir si tout est bien coordonné, si effectivement l'action est efficace, quel que soit le degré, si tu veux, d'urgence. Donc voilà, est-ce que l'alerte fonctionne? Est-ce que les renforts arrivent à temps? Est-ce que le canal radio aussi, pour transmettre les informations aux habitants, voilà, sera aussi libre et va très bien fonctionner le jour J. D'accord. D'ailleurs, à la mi-juin, un exercice de sécurité civile avait été organisé par la direction de la sécurité civile sur le site de Vallée, en cas de sinistre qui obligerait donc la population à évacuer le site. Oui, exactement. Et puis fin juin d'ailleurs, c'était donc à Nouméa qu'il y avait donc un autre exercice, voilà, pour apprendre, pour être en condition en cas de neutralisation, d'enlèvement et de destruction d'explosifs. Et bien évidemment, voilà, tu te doutes bien que c'est tout ça pour améliorer, si tu veux, l'organisation des secours. D'accord. Alors comment s'organise cette préparation? Écoute, moi je te propose qu'on entre dans le vif du sujet, Chloé. Voilà, on va découvrir tout de suite, si tu veux, les pompiers à l'œuvre lors d'une formation, voilà, pour tenter d'intégrer donc le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux que l'on connaît peut-être sous le sigle de GRIMP. Voilà, donc ils étaient donc à pied d'œuvre pour intervenir, si tu veux, sur tous les sites d'accès difficile, donc les ravins, les terrains escarpés, etc. On va voir tout de suite tout cela dans le reportage qui a été donc réalisé par Camille Monnier, par Cédric Tilléa et Duke Menango. C'est 3 stages en fait qui se sont déroulés sur 3 semaines, puisqu'en fait un premier niveau de stage dit GRIMP, donc du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Un premier niveau qui sert en fait à repérer les bonnes personnes et à leur permettre à eux aussi de savoir s'ils sont faits pour ce genre de spécialité, qui se déroule sur 24 heures, pendant lesquelles on apprend aux gens à être autonomes sur corde et à se présenter face au vide et à des milieux verticaux. Ensuite, c'est 24 premières personnes qui ont été sélectionnées pour participer à ces stages de 24 heures ont passé une évaluation. Et à l'issue, on a 12 personnes qui ont été retenues, ceux qui sont un peu sortis du lot, qui ont été les plus à l'aise sur les différentes techniques. Ces 12 personnes ont enchaîné avec un stage qui a duré 2 semaines. Donc nous sommes sur la fin de ce stage. Le stage a été éprouvant pour eux, puisqu'ils ont passé des journées de plus de 12 heures
à manipuler les cordes et à mettre en œuvre les différentes techniques. Et là, sur la dernière journée, nous arrivons aux épreuves, donc aux épreuves pratiques, théoriques, qui nous permettront effectivement de valider, s'ils réussissent tous, les 12 premiers sauveteurs en milieu périlleux de la Nouvelle-Calédonie. Les 12 stagiaires qui sont issus, mais même les 24 qui ont participé au premier stage, sont tous issus de l'unité d'intervention de la sécurité civile. Donc c'est l'unité qui a été créée suite au transfert de compétences en matière de sécurité civile. Aujourd'hui, ces agents-là ont postulé pour participer à un stage de spécialité et ils sont donc pompiers volontaires dans cette unité, mais également sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires dans différents corps de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons des agents de la ville de Nouméa, nous avons des agents de Canala, de Païta, de Dumbéa, de Pointe-d'Imier. Nous avons en fait un beau panel de représentation d'agents de tout le territoire. Donc nos 15 jours de formation se sont déroulés premièrement par un petit peu la connaissance du matériel qu'on allait utiliser tout au long de la formation. Donc que ce soit des agrès textiles ou métalliques, que ce soit des civières ou encore des matériaux porteurs. Ensuite, cette formation elle s'est déroulée par des petits ateliers qui nous ont un petit peu appris à manipuler l'ensemble du matériel et justement la compréhension de l'ensemble des manœuvres qu'on allait réaliser. Et toute cette semaine, on a réalisé chaque jour l'ensemble des manœuvres qu'on devait connaître pour pouvoir être justement sauveteur grimpe. Donc en fait, les différentes manœuvres qu'on a pu voir, c'était les secours en ravin, les secours en paroi, tout ce qui était tyrolienne oblique et tyrolienne horizontale, mais également tyrolienne avec poulie renvoi mobile. Alors en fait, le risque est présent sur le territoire. On sait que beaucoup de risques existent sur le territoire, et notamment le risque lié au secours en milieu périlleux. Puisque aujourd'hui, on développe beaucoup d'activités, qu'elles soient naturelles ou autres, entre autres les chemins de grande randonnée, puisqu'aujourd'hui, on a le chemin qui part de la baie de Prony, qui finit ici sur le site où nous sommes à Dumbéa, mais également le chemin de grande randonnée qui se développe dans le nord. À terme, ces deux chemins vont se rejoindre, et effectivement, lorsque les gens sont à travers la chaîne ou sont en difficulté dans des endroits inaccessibles, nous avons la nécessité d'avoir cette unité d'intervention pour aller les chercher. Aujourd'hui, l'exercice qui va se suivre, c'est un exercice en situation réelle, c'est-à-dire que l'on a placé une victime ici sur le barrage de Dumbéa. L'objectif, c'est que les stagiaires se mettent en mouvement dans une équipe organisée et que nous mettions en œuvre toutes les techniques que nous sommes en capacité de faire pour pouvoir prendre la victime en charge et l'évacuer d'une berge à l'autre. Alors les principales étapes pour cet exercice ou cette mission de secours, la première c'est d'aborder la victime parce qu'elle est dans un endroit qui n'est pas accessible. Donc soit les sapeurs-pompiers locaux mènent l'opération de secours, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'aborder la victime, la sécuriser, mais quelquefois ils ne sont peut-être pas en capacité d'évacuer celle-ci au moyen d'une civière ou de la ramener à un endroit à un autre en sécurité. Pour cela, l'unité grimpe se présente, qui est composée au minimum de 4 équipiers grimpe, donc sauveteurs, et un chef d'unité. Donc là, c'est ce qui se passe. On se présente sur les lieux, le chef d'unité vient faire sa reconnaissance en partenariat avec l'équipe locale sapeur-pompier. De là, il va déterminer un choix tactique, c'est-à-dire il va choisir la technique qu'il faut utiliser pour évacuer la civière. Ensuite, l'unité va être divisée en deux, une partie qui va aller d'un côté d'une berge et l'autre partie de l'autre. On va mettre en place du matériel technique, des cordes, des treuils, des déports, des civières, voilà, tout pour pouvoir faire des ancrages, tendre ces cordes, mettre la civière dessus, la victime à l'intérieur et enfin l'évacuer. Voilà, ça c'est le rôle de l'équipe grimpe. Et une fois que la victime a été évacuée en sécurité, elle est prise en charge par l'ambulance sapeur-pompier de proximité et va en direction de l'hôpital. La grande difficulté dans cet exercice, c'est le franchissement d'obstacles. Aujourd'hui, nous sommes à ce barrage, il faut franchir la ligne d'eau, c'est-à-dire la rivière, il faut aller de ce point à de l'autre côté avec un système de filin. Parce que pour passer les cordes, on ne jette pas des cordes comme ça. On va jeter un petit filin très léger qui va aller à peu près à 70 mètres. De là, on va accrocher à l'extrémité les cordes de tyrolienne et les équipiers du bas vont tirer ces cordes et ensuite, on va pouvoir mettre en place la civière dessus. Ça, c'est la difficulté parce que, on a 70 mètres d'écart. Comme chez nous, au nord de la côte Est,
les routes sont un peu escarpées, il y a des ravins, il y a des gros ravins. Et nos équipes sont des centres de secours des communes. Et ils n'ont pas le matériel nécessaire pour aller loin quoi, dans les ravins. Donc ils feront appel à nous et nous irons avec nos matériels. C'est nécessaire parce que je pense que nous, dans notre pays, on est un peu en retard par rapport à d'autres pays, même là dans le Pacifique, qui ont déjà tout ce genre de secours-là. Nous, on a tardé un peu. Ouais, je pense qu'il est vraiment nécessaire, vu toutes les montagnes qu'on a, tous les parcours de randonnée. Alors concrètement, cette unité sera basée principalement sur le Grand Nouméa, avec des centres supports, comme je vous disais, sur Canala, Point-Dimier et d'autres centres. Donc en cas d'appel, la direction de la sécurité civile prendra en charge cet appel sur demande des sapeurs-pompiers et engagera une unité. Alors selon l'emplacement, déjà les sapeurs-pompiers feront la première intervention, ce qui est logique. C'est eux qui feront l'approche de la victime. Ensuite, une unité partira en reconnaissance pour faire un abordage de la victime et pour définir les besoins. En même temps, on aura une unité constituée, donc les hommes qui partiront du Grand Nouméa, qui rejoindront l'équipe qui est déjà sur place pour faire et réaliser l'intervention dans les bonnes conditions. Si ça devait avoir lieu sur un secteur inaccessible ou sur les îles Loyauté, nous serons en capacité de nous rendre sur place au moyen d'hélicoptères pour faire l'intervention dans les meilleurs délais. Ben effectivement, c'est une formation qui demande un petit peu de physique parce qu'on est tout le temps en mouvement et on est tout le temps à droite à gauche à mettre en place des dispositifs. Mais voilà, il faut juste en avoir la motivation et l'envie pour y arriver. Alors on est très fiers de ce qu'ils ont fait, d'une part parce qu'ils sont très volontaires. Il y a un investissement personnel qui est très très important. Ils ont fait des journées de plus de 12 heures pendant 3 semaines, donc ça montre bien leur motivation aujourd'hui. Ils s'en sortent très bien, puisque 80% de ces agents, voire plus, ne connaissaient absolument rien de cette spécialité. Ça veut dire qu'ils ont clairement appris à toucher les cordes, à travailler sur ces cordes, à être autonomes. Et ensuite, la deuxième phase, une fois qu'ils étaient autonomes sur la corde, c'est-à-dire qu'ils savaient eux circuler, faire ce qu'il fallait pour eux-mêmes, mettre en œuvre des techniques de secours, avec un matériel qui est des plus récents. On a un matériel qui est tout neuf, qui est moderne, et il a fallu qu'ils apprennent l'ensemble des techniques de secours qu'ils pourront mettre en œuvre dès la semaine prochaine si cela est nécessaire. Mais effectivement, on est fiers alors pas du résultat puisque nous ne l'avons pas encore, mais en tout cas de l'investissement et de l'implication qu'ils ont eu pendant ces 15 jours. Voilà, bravo à nos sapeurs-pompiers. C'est intéressant aussi de voir le matériel spécifique qui est utilisé dans le cadre de ce type de sinistre. Ben oui, c'est vrai, parce que justement, les techniques, si tu veux, le savoir-faire utilisé pour ce type d'intervention s'inspire de celles que l'on retrouve dans les domaines de l'alpinisme et de la spéléologie. Alors, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux en Calédonie, c'est le nom de ce groupe, donc c'est une spécialité ? Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment une spécialité, si tu veux, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays, et d'ailleurs elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, ça remonte à peu près à une dizaine d'années, voilà. Et donc son objectif, on l'a vu, c'est donc d'intervenir dans des milieux un peu particuliers, que l'on nomme périlleux. Et puis il faut savoir que pourquoi avoir créé cette spécialité-là ? Et parce qu'il se trouve que les méthodes, si tu veux, traditionnelles des sapeurs-pompiers seraient inadaptées en fait dans ces cas de figure-là, dans les cas de figure qui nous intéressent. D'accord. Donc c'est pourquoi a été pensé, si tu veux, voilà, d'autres moyens de faire pour nous sauver la vie. Mais oui, il faut, s'il vous plaît. Alors, à quelle date est-ce qu'il a été créé exactement, ce groupe ? Alors, en mai 2015, voilà, le groupe a été créé en partenariat donc avec 2 autres structures, l'école d'application donc de la sécurité civile et puis le Centre national donc de formation GRIMP. D'accord. Alors, dis-moi, Marilène, c'est pas donné à tout le monde non plus d'être secouriste, encore moins dans des milieux d'accès difficiles. Est-ce qu'il faut avoir un petit peu le goût du risque quand même ? Bon, en tout cas, je pense qu'il faut quand même aimer, si tu veux, se surpasser et donner le meilleur de soi. C'est sûr, ouais. Ça, c'est la première chose, je pense. Et puis, tu es d'accord, il faut être aussi courageux. Voilà, ne pas s'enfuir à la première difficulté. Exactement. Et puis, aimer être utile. Être altruiste, aimer aider l'autre, aimer son prochain. Et puis,
pour la partie concernant le risque, j'ai envie de dire que lorsque on s'engage dans ce type de carrière, hein, eh ben, on sait à quoi s'attendre. Et là, ça fait quand même partie du métier. Voilà, il ne faut pas avoir le vertige, par exemple. Non, il ne faut pas avoir le vertige, il ne faut pas non plus paniquer trop rapidement et perdre ses moyens, quoi. Mais ça s'apprend comment ils arrivent à affronter les conditions extrêmes là, avec lesquelles ils doivent composer souvent. Moi, j'ai envie de dire que peut-être ça fait déjà partie d'une personnalité que l'on a. Ensuite, on apprend aussi effectivement des techniques hein, qui font que voilà, on gérer va le stress, gérer son stress, réussir à gérer aussi, à garder son sang-froid. Quoi d'autre encore? On va aussi réussir, si tu veux, à prendre une décision qui serait capitale malgré la situation de stress. Ça, c'est une grande qualité, parce que c'est pas évident hein, de rester positif alors qu'on est stressé. Et voilà, il faut quand même prendre la bonne décision. Et puis ensuite, voilà, il faut aussi une bonne résistance psychologique. Hein. On le voit, nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, ils sont exposés quand même à des moments très très difficiles. Ouais, ça va être dur. Donc il faut aussi savoir se protéger aussi en même temps et puis être fort, avoir une bonne condition physique parce que eh ben voilà, il faut quand même, tu as vu, hein, il faut quand même ramener les cordages, il faut transporter les civières, voilà, transporter les hommes. Donc voilà, une bonne condition physique et puis évaluer rapidement la situation, comme tu disais, pour pouvoir prendre une décision rapide surtout. Comment est-ce qu'ils trouvent le courage surtout de risquer en fait leur vie pour en sauver une autre? Eh ben, en fait, c'est leur métier, en fait. Hein. Voilà, c'est le métier d'un sapeur-pompier, c'est le métier des personnes qui travaillent dans le domaine du secourisme. Hein. Donc, ils se sont engagés, ils essaient de faire de leur mieux. C'est quelque chose qu'ils le font avec le cœur. Donc, moi, je pense à un sapeur-pompier, lorsqu'il a décidé de s'investir, c'est parce qu'il a toujours eu envie de faire ça. On a un ancien pompier dans notre équipe, justement. Tu dois être sûr qu'il connaît bien. Tu penses que ça fait partie de ça, quand même? Oui, c'est sûr que ça fait partie de la personnalité. Je pense déjà d'avoir envie de sauver les autres au détriment parfois de sa vie, c'est quand même un gros engagement, quoi. Donc, ah oui, ça c'est certain. Donc, mais est-ce que ce groupe, le GRIMP, intervient aussi en cas d'accident de la route? Mais oui, justement, hein, figure-toi que c'est prévu qu'il puisse intervenir donc, en secours routier, hein, voilà, en cas d'accident dans une zone d'accès difficile. Hein. D'ailleurs, pour cela, ils vont être formés, si tu veux, avec l'aide de la gendarmerie, justement, au treuillage. Voilà, donc cela va se faire grâce à l'hélicoptère, justement, de la gendarmerie. Ils vont leur prêter gentiment leur petit matériel. Donc ça, c'est très sympa. Et puis, à terme, hein, on est d'accord, cette unité, il faut qu'elle se compose quand même d'un nombre d'agents assez conséquent, hein, donc une trentaine devrait composer l'unité à terme. Donc voilà, ça comprend bien évidemment les chefs d'unité et puis les sauveteurs. Hein. Et ce groupe, hein, ce GRIMP 988, hein, attention, on a notre petit code départemental, exactement, va devoir intervenir 24 heures sur 24. Donc les conditions ne vont pas être simples. Hein. On va encourager quand même toute l'équipe. En tout cas, ce sont des professions, hein, les pompiers, tout ça, ce sont des professions vraiment très honorables. Donc un grand bravo à eux. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour toutes ces infos. Avec grand plaisir, Chloé. Au revoir. C'est là-dessus que se finit cette quotidienne. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain.